notre héros Mugin combat le chef d'escouade, Chilbouin, et il joue avec lui comme un enfant, esquivant même une attaque en plein vol. Ça énerve Chilbouin, et il exige que notre héros le combatte comme un homme. Mugin descend alors, ramasse son épée de 100 kilos comme si de rien n'était. Alors qu'ils se précipitent l'un sur l'autre, Mugin retire rapidement son épée et frappe la lame de Chilbouin si fort qu'il repousse son épée. Saisissant cette chance, il frappe Chilbouin au visage si fort qu'il lui aplatit presque le nez et l'envoie s'écraser au sol. Les autres sont choqués parce qu'il n'a jamais été aussi fort auparavant. Pour comprendre pourquoi notre héros peut faire ça à un chef d'escouade, revenons au début. Notre héros, connu sous le nom de démon divin, est un puissant épéiste qui affronte 9 puissants chefs de secte dans une quête de vengeance. Ses compétences d'épée incroyables et terrifiantes lui permettent de rivaliser avec les chefs de secte. Il les tranche avec une telle précision qu'ils sont tous confus quant à la façon dont il fait. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils se retrouvent coupés un par un, ce qui les amène à conclure que notre héros n'est rien d'autre qu'un monstre. Même lorsque ceux qui étaient encore debout ont réussi à l'immobiliser et à lui enfoncer une épée dans le cœur, il s'en est sorti et les a tous envoyés dans l'au-delà, marquant finalement son nom comme le démon divin. Juste au moment où il est sur le point de mourir, sa vie défile devant ses yeux, et il ressent le soulagement d'avoir accompli sa mission. Notre héros se souvient quand il se faisait agresser par 3 enfants puisqu'il était un fauteur de troubles dans le Murim. Il a finalement été sauvé par son maître qui l'a entraîné. Mais à la fin, il a vécu par l'épée, tuant des gens à gauche et à droite. Il se demande si la vie se résume à ce qu'il a fait, et à ce moment-là, il se souvient de sa défunte épouse. Les meilleurs moments de sa vie ont été ceux qu'il a passés avec sa femme, mais ils lui ont été enlevés plus tard. En larmes, il se demande quel est réellement le sens de sa vie, et à la fin, il ferme les yeux dans la mort. Soudain, il entend des harangues tout autour de lui, et il suppose qu'il est en enfer jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et voit un groupe ennuyeux debout devant lui et en train de le dénigrer. Notre héros est totalement confus car il ne comprend rien à ce qui se passe. À côté de lui se trouvent 2 enfants, et le garçon défend son frère aîné, disant qu'ils ne peuvent pas céder les arts martiaux du clan alors que son frère est encore en vie. Il mentionne que quoi qu'il arrive, les arts martiaux doivent rester dans leur clan, le clan Flamme HW. Alors que notre MC se demande encore ce qui se passe, le chef de l'opposition suggère qu'il conclue un accord pour supprimer tous leurs soucis. Il appelle notre MC, HW Mugin, et lui dit qu'il est prêt à offrir de l'argent puisque son clan est totalement pauvre. En retour, Mugin misera les arts martiaux de son clan, mais ils vont se battre en duel pour cela. Le gagnant du duel prend alors tout. Le petit garçon est choqué quand il entend cela puisque son frère aîné, notre MC, est totalement inutile en matière d'arts martiaux. Notre MC en a marre de tout ce bruit, et il est obligé de demander au groupe qui diable est Mugin alors qu'il sait qu'il est complètement quelqu'un d'autre. Ces soi-disant jeunes sont laissés confus quand il dit cela, et ils le regardent comme une sorte de fou. Même son rival est obligé de lui demander ce qu'il a dit, et il révèle qu'il est connu sous le nom de démon divin. Mais cela ne fait que le faire rire, et il suggère que Mugin l'appelle plutôt le roi du monde souterrain. Apparemment, son rival ennuyeux est Shondong Dobo, et il est le 2e fils du groupe de marchands Shongwa. Les frères et sœurs de Mugin sont énervés que sa folie devienne déjà incontrôlable, c'est pourquoi il dit des bêtises. Même le maître du groupe de marchands Shongwa, Buchoyon, se moque du clan, disant que leur clan est déjà foutu puisque le fils aîné est dans un mauvais état mental. Mugin reste silencieux alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe réellement. Puisqu'il ne dit rien, Dobo suppose qu'il a accepté le duel, et il l'informe que le duel aura lieu au pavillon Bium le mois prochain. Dobo rappelle à Mugin qu'ils ont conclu l'accord en vertu du code des arts martiaux, et il n'est pas autorisé à le rompre car il y aura des conséquences. Après le départ du groupe, les prétendus frères et sœurs de Mugin se tournent vers lui demandant ce qu'il compte faire puisqu'ils lui ont imposé un duel. Ce qui aggrave la situation, c'est que Mugin n'a même jamais manié d'épée auparavant. Mugin éclate de rire quand il entend cela puisqu'il sait que l'art de l'épée est tout ce qu'il vit et respire. Il essaie de repérer une ferme en accédant à son énergie intérieure, mais il se rend soudain compte qu'elle a disparu, comme totalement disparu sans la moindre trace. La frustration s'installe lorsqu'il se rend également compte que son corps est très fragile et faible. Sa sœur fond en larmes, suppliant Mugin de reprendre ses esprits. La petite fille dit à Mugin qu'il est nul, et elle le traite également d'imbécile pour s'être fait marcher sur les pieds par le groupe de marchands. Son frère la gronde pour avoir dit des bêtises sur leur frère et suggère qu'elle s'excuse, mais elle refuse. Elle blâme Mugin pour la mort de leurs parents, et elle s'enfuit en larmes après avoir dit cela. Le petit garçon s'excuse au nom de sa sœur, disant qu'elle se perd parfois dans la colère. Et après avoir dit cela, il part aussi. Mugin est complètement confus car il ne peut pas croire que même les enfants le détestent maintenant, et il le traite de fou. Mugin est confus, et il sait que la dernière chose dont il se souvient est d'avoir taillé en pièces les chefs de secte sans pitié. Mugin croit qu'il aurait dû mourir paisiblement, mais il s'est soudainement retrouvé dans un corps étrange. Il s'écrase au sol de frustration, se demandant qui sont les enfants. Juste à ce moment-là, un type bizarre, qui se trouve être son assistant, accourt vers lui demandant pourquoi il est sorti avec son corps fragile. Il affirme qu'il s'est inquiété pour lui, mais Mugin lui demande simplement qui il est parce qu'il ne le connaît évidemment pas. Le type, Masok, est surpris d'entendre cela,
et il suppose que Mujin souffre d'une autre crise due à la folie qui l'affecte. Puisqu'il croit que Mujin souffre vraiment d'amnésie, il décide de lui raconter son histoire. Apparemment, Mujin était autrefois un enfant talentueux et respectable que plusieurs sectes orthodoxes voulaient comme disciple, et à l'âge de 23 ans, il était devenu le chef du clan. Sok en a marre de raconter l'histoire à Mujin parce qu'il l'a répété plus de 6000 fois. Mujin ne pense pas qu'il était un enfant prometteur parce que son noyau d'énergie est manifestement nul. De plus, il veut en savoir plus sur la folie dont tout le monde parle. Sok décide alors de lui en parler aussi. Il y a 17 ans, Mujin et Dobo ont eu un duel non officiel où ils ont promis de ne pas utiliser d'énergie intérieure. Mujin avait 6 ans et Dobo avait 9 ans au moment du duel. Dobo a accepté cela, et le combat entre les deux enfants a commencé. Mais au fur et à mesure que le combat progressait, Dobo a rompu le raccord et a frappé Mujin d'un coup de poing imprégné d'énergie intérieure. Mujin est déçu par cela, et il demande à Dobo pourquoi il a utilisé les techniques du poing des 7 blessures alors qu'ils avaient clairement promis de ne rien faire en dehors de lancer des coups de poing. Dobo se moque de Mujin, lui disant que la technique a été transmise par la secte Kondong, et apparemment, les effets secondaires ne sont pas une blague. Apparemment, Dobo l'avait testé sur son frère aîné qui se comportait de manière prétentieuse, et la technique l'a laissé alité. Puisqu'il était content de la façon dont cela s'était passé, Dobo était excité de voir comment cela se passerait contre Mujin. En gros, Mujin est maintenant appelé un fou parce qu'il croit que son état est le résultat de l'effet secondaire de la frappe du poing des 7 blessures. Mujin est énervé que Dobo soit celui qui l'a rendu inutile, mais il demande soudainement un duel. Mujin demande alors à Sok comment ils ont géré Dobo après l'avoir rendu inutile. Sok mentionne alors que c'est le père de Mujin qui a rendu le verdict final plus tard. Bien que Dobo soit son cousin, il était également le fils du groupe de marchands Kyanga, considéré comme l'un des 10 meilleurs des plaines centrales. Même si Dobo a fait quelque chose de terrible, le père de Mujin s'est contenté de le laisser partir avec un avertissement. Mujin ne peut pas croire à quel point l'homme est inutile d'avoir pardonné à quelqu'un qui a rendu son fils inutile. Mujin en conclut que le clan est complètement nul, puis il demande à Sok où sont ses parents. Sok mentionne que l'état de Mujin s'est progressivement aggravé, ce qui a conduit son père à s'endetter parce qu'il cherchait des moyens de guérir sa maladie. Il y a 9 ans, la maladie de sa mère s'est vraiment aggravée et elle en est décédée. 3 ans plus tard, son père a rejoint sa mère dans l'au-delà. Mujin est devenu en gros le fils qui a tué ses parents et ruiné le clan. À cause de ça, la réputation du clan a été salie, et ses frères et sœurs se sont retrouvés dans une situation délicate. Il ne reste de la famille que des dettes et 2 serviteurs loyaux ainsi que quelques artistes martiaux. Il a aussi son jeune frère, HW Dojin, et sa sœur, HW Soyeon. Mujin réalise enfin pourquoi sa sœur, Soyeon, dit qu'il est à blâmer pour ce qui est arrivé à leurs parents. Cette nuit-là, Mujin a parcouru les livres d'histoire laissés par le propriétaire original du corps, et il y a appris certaines choses. Il a réalisé que 30 ans s'étaient écoulés depuis qu'il a vaincu les 9 sectes, et il habite maintenant le corps d'un fou sans noyau d'énergie. Comme notre perso principal n'a aucun regret de sa vie passée, il décide de vivre selon le Mujin et d'aider les enfants sans défense. Cependant, il sait que le groupe de marchands Shungwa va être un gros problème pour lui. Ce sont essentiellement eux qui ont rendu le corps inutile et qui ont également détruit le clan. La première chose sur sa liste est de planifier le duel qu'il a contre Dobo, qui est le mois suivant. Comme le corps est nul, il se dit qu'il doit reconstruire son corps depuis le début. Il s'assoit pour méditer et recommence tout comme un débutant. Il se souvient que dans sa vie passée, la première fois qu'il a voulu essayer la cultivation, c'était difficile pour lui. Cependant, les choses semblent se dérouler sans heurts avec le corps actuel grâce à l'aptitude martiale innée écrasante du corps. Mujin exploite l'énergie démente du corps et essaie de l'explorer au maximum, laissant une lumière dorée briller dans sa pièce. Momentanément, Sok et les serviteurs entendent son cri et saluent d'où ils sont, ce qui les amène à se précipiter dans sa chambre. Ils le trouvent sur le sol, et l'un des serviteurs dit en plaisantant qu'il est mort. Il vérifie le pouls de Mujin et réalise qu'il est plus fort qu'avant, mais Mujin l'attrape soudainement, lui demandant pourquoi son corps souffre d'une douleur incommensurable juste parce qu'il a essayé de former un noyau d'énergie. Le serviteur est confus par cela, et Mujin se répète, disant qu'il veut savoir si son corps a une constitution spéciale. Le serviteur révèle alors que sa constitution est le corps martial céleste. Apparemment, c'est une constitution héroïque rare, qui est choisie par les cieux. Mujin est frappé par une autre vague de douleur, et il comprend enfin que la constitution du corps est exactement l'opposé des arts démoniaques. Fondamentalement, un corps d'énergie droite pure souffrira d'une douleur intense lorsqu'il essaiera de pratiquer les arts démoniaques. Mujin hurle de douleur, se demandant pourquoi il a reçu un corps maudit avec une constitution très différente parmi toutes les constitutions disponibles. Il en conclut que les choses vont vraiment mal pour lui parce que le duel est dans un mois. Alors qu'il est allongé de douleur, il demande à Sok qui sont les 2 hommes. Sok révèle que l'homme en vert est l'intendant en chef, du Beksin, et l'homme en rouge est un ancien, Joe Ambong. Au moment où il entend le nom de Joe, il se souvient de quelque chose de sa vie passée, mais la douleur qu'il ressent est trop forte, et il finit par s'évanouir. 3 jours plus tard, Mujin se lève enfin de l'endroit où il était allongé, mais Sok craint qu'il ne se repose pas assez.
Mugin mentionne qu'il en a marre d'être allongé puisqu'il a un duel à venir, et il exhorte Sok à lui apporter des épées. Sok parvient à s'empêcher de rire quand il entend ça parce que le clan essaie toujours de trouver quoi manger, et Mugin demande des épées. Mugin est obligé de demander s'il n'y a pas d'argent dans la famille, et Sok mentionne qu'il contracte actuellement des prêts auprès d'une secte peu orthodoxe nommée la secte Bango. Parce que la secte opère avec un taux d'intérêt très élevé, ils se sont retrouvés avec beaucoup de dettes. Mugin se rend enfin compte que pour aider le clan, il doit d'abord résoudre le problème de l'argent. Néanmoins, Mugin ne pense pas que contracter plus de prêts va faire mal puisqu'ils sont déjà noyés sous les dettes. Sok s'inquiète de ça, mais Mugin lui dit de fermer sa bouche et d'écrire une lettre aux deux anciens parce qu'il va se promener. Quand les anciens ont entendu ça, ils se sont inquiétés du fait que Mugin s'était rendu à la dangereuse secte Bango. Momentanément, Mugin et Sok arrivent à l'entrée de la secte Bango. Mugin dit au grand garde du corps d'informer son patron qu'il aimerait le voir. Le mec, Kang No, n'est pas là pour jouer, et il dit à Mugin de se faire rentrer dans le bâtiment s'il est là pour jouer. Mugin insiste pour que Kang l'emmène voir son patron, mais ça commence à énerver Kang. Sook intervient rapidement, exhortant Kang à se calmer parce que Mugin n'est pas bien dans sa tête. La tension entre les deux continue de monter jusqu'à ce que le vice-maître, Ma Jungbo de la secte, se présente pour demander quel est le problème. Kang dit alors à son patron que Mugin essaie de rencontrer leur grand patron. Ma lui demande pourquoi il aimerait rencontrer leur patron, et Mugin dit qu'il voudrait plus de prêts. Ma dit alors à Mugin qu'il n'a pas besoin de voir le chef pour obtenir un prêt, et il l'invite à entrer dans le bâtiment. Mugin et Sok se retrouvent bientôt à s'enfoncer plus profondément dans le manoir en utilisant un pont en bois pendant qu'ils sont escortés par des épéistes armés. Sok s'inquiète de toute cette affaire, et il dit à Mugin qu'ils ont encore la chance de revenir en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Mugin n'est pas d'accord avec lui, disant qu'ils ont déjà fait beaucoup de chemin. Sok lui dit alors qu'il y avait une mamie particulière qui a vu le chef de la secte se battre, et il s'avère que le chef est assez puissant parce qu'il a submergé son adversaire en quelques secondes. Apparemment, le chef est un artiste martial qui a appris une technique de mise à mort puissante. Mugin s'interroge sur la raison pour laquelle Sok lui dit ça quand Ma intervient, disant que Sok est plus compétent parce qu'il a compris assez vite. Cependant, il est déjà trop tard pour eux parce qu'ils ont atteint une partie plus profonde de la grotte, et avant que les deux ne le sachent, ils se retrouvent encerclés par des épéistes armés. Mugin est déçu, et il demande à Ma si c'était son plan depuis le début. Ma confirme ça et dit qu'il l'a intentionnellement conduit à l'intérieur parce qu'il ne peut évidemment pas le toucher en public. Cependant, il n'est pas prêt à lui donner carte blanche comme il l'a fait pour ses parents. Sok ne discute pas avec le groupe, mais il les supplie de laisser vivre son maître. Mugin, d'un autre côté, est énervé quand Ma mentionne ses parents parce qu'il n'a évidemment pas de parents jusqu'à ce qu'il se rende soudainement compte qu'il est maintenant dans un autre corps. Comme tout est prêt, Ma ordonne à ses hommes de donner une leçon à Mugin. L'un d'eux, qui est très désireux d'exécuter l'ordre, poursuit Mugin et lui lance un coup de poing. Sok s'évanouit presque de peur quand il voit le coup de poing venir droit vers eux. Étonnamment, Mugin bloque le coup de poing du mec, brisant finalement ses os de l'intérieur. Le mec hurle de douleur et s'écrase au sol tout en affirmant que Mugin a utilisé une sorte de truc bon marché sur lui. Mugin le taquine, disant qu'il a en fait des os mous par rapport à sa taille. Mugin se rend compte qu'il doit faire les choses sans utiliser son pouvoir pur. Ma est énervé que ses hommes perdent du temps, et il leur ordonne de finir Mugin. L'un des épéistes charge droit sur lui avec son épée, mais Mugin esquive facilement la frappe et se rend compte qu'il doit continuer à bouger puisqu'il ne peut pas égaler la puissance du mec. Utilisant son corps flexible, il est capable d'esquiver et de donner un coup de tête qui écrase le visage du mec. Le mec retombe en hurlant de douleur tandis que son collègue prend le relais et essaie de taillader Mugin, mais Mugin esquive la frappe. L'attaquant essaie une autre frappe mais Mugin saute en arrière avant de donner un coup de pied pour mettre le mec hors service. Avant que les hommes armés ne sachent ce qui se passe, il se retrouve à se faire jouer avec, et en un rien de temps, il s'écrase au sol à genoux. Debout au loin, Sok crie pour s'assurer que son maître est en sécurité, mais Mugin le traite de tête d'œuf tout en mentionnant qu'il va bien. Sok est complètement époustouflé, ce qui l'oblige à demander à Mugin où il a appris les compétences en arts martiaux qu'il utilise. Mugin dit alors au mec que ce dont il est témoin n'est pas des arts martiaux, mais quelque chose qu'il a ramassé dans la rue. Sok est choqué d'entendre ça puisqu'il ne se souvient pas que Mugin ait passé du temps dans la rue. Ma le félicite d'avoir réussi à renvoyer ses hommes, mais lance immédiatement sa pièce sur Mugin avec une force puissante derrière elle. La pièce manque de peu la tête de Mugin, mais il peut sentir la pression de la pièce, ce qui le choque. Ma dit alors avec colère à ses hommes de partir parce qu'il va s'occuper de Mugin lui-même. Mugin est surpris de faire face à tant d'hostilité alors qu'il veut juste parler à leur chef. Ma répond avec colère que son chef n'est pas quelqu'un qu'un type comme Mugin peut rencontrer. Ma sort sa épée avec colère et se jette sur Mugin, prêt à le terrasser. Contre toute attente, Mugin bloque son puissant coup avec une paire de baguettes. Ma est choqué quand il voit ça, mais il ne sait pas que c'est tout ce que Mugin pouvait se permettre puisqu'il n'a pas d'argent pour une épée. Mugin et Ma continuent d'échanger des coups, mais Mugin tient bon avec d'excellentes compétences en arts martiaux. Avant que Ma ne s'en rende compte, il découvre sa main empalée avec l'une des baguettes.
Ma n'arrive pas à croire que Mugen ait pu trouver une ouverture alors qu'il faisait de son mieux pour le terrasser. Pendant que Ma se débat, Mugen s'amuse en disant à Ma qu'il pourrait bien le regretter s'il décide de sous-estimer les baguettes. Avant que Ma ne s'en rende compte, il se retrouve à lutter contre des baguettes, ce qui le surprend car il croyait que Mugen n'était qu'un faible qui ne pouvait pas utiliser le chi. Ma se demande comment Mugen est capable d'atteindre un état aussi terrifiant en peu de temps, mais il ne veut pas croire que Mugen est la même personne qu'il connaît. Mugen continue de percer son corps avec les baguettes tout en lui disant qu'il a des compétences terribles. Ma refuse de perdre face à une paire de baguettes, et il saute dans les airs tout en visant à achever Mugen avec son mouvement ultime. Malgré son allure menaçante dans les airs, Mugen n'a pas l'air effrayé le moins du monde. Il esquive facilement l'attaque de Ma, le laissant complètement ouvert. Ma se demande pourquoi Mugen a un pouvoir caché sans qu'il le sache. Mugen lui donne un coup de poing puissant qui détruit complètement tout l'orgueil qui lui reste. La peur envahissant maintenant le corps de Ma, Mugen se répète, disant que tout ce qu'il veut, c'est un prêt, mais cette fois, il le dit avec un visage très mortel et terrifiant. Finalement, Ma décide de s'asseoir avec Mugen après avoir été complètement battu. Ses gardes se prosternent également devant Mugen pendant que Ma parle avec lui. Ma demande ensuite à Mugen de lui dire ce qu'il veut savoir. Mugen demande à Ma pourquoi sa secte accorde un prêt à sa famille sans garantie, car il sent une intention malveillante dans toute cette affaire. Ma prétend qu'ils n'ont aucune intention malveillante, et Mugen exagère les choses. Mugen n'y croit pas du tout car il peut sentir la peur de Ma là où il est assis. Mugen décide alors de lui demander à nouveau, mais cette fois, il l'exhorte à bien réfléchir s'il ne veut pas être puni. Réalisant que Mugen ne plaisante pas, Ma révèle finalement qu'ils ont reçu leurs ordres du groupe de marchands de Xiongua. Mugen n'est pas surpris d'entendre ça car il sait que le groupe était impliqué d'une manière ou d'une autre. Il demande ensuite à Ma quel genre d'accord ils ont conclu avec le groupe de Xiongua. Ma hésite à parler, mais Mugen lui fait rapidement savoir que s'il meurt en défendant le groupe de marchands, il ne manquera à personne. Ma tire une leçon de ce que Mugen a dit et révèle que le groupe de marchands leur a ordonné de prêter au clan de Mugen la somme d'argent qu'ils veulent, mais avec un taux d'intérêt incroyablement élevé. En échange de la chute du clan Hua, la secte Bango obtiendra les terres Hua après avoir été éjectée de l'échiquier. Mugen comprend enfin que la terre familiale était la garantie depuis le début. Mugen demande ensuite à Ma à combien s'élèveront les 300 pièces d'or qu'il veut emprunter dans un an. Selon le contrat, Ma révèle que les 300 pièces d'or se seraient élevées à 5000 pièces d'or en remboursement. Mugen est dégoûté par cela, mais il s'en fiche vraiment, et il accepte l'accord. Avec un visage plus sérieux, il demande à Ma qui les aide à nettoyer leurs dégâts. Ma mentionne alors que l'un d'eux est la secte Sozol des 4 cieux martiaux, une alliance de sectes hétérodoxes. Mugen est surpris d'entendre cela, et Sok mentionne que c'est une nouvelle alliance. Mugen est irrité par les 4 cieux martiaux, et il les insulte même. Sok pense que la folie de son maître joue des tours car il ne l'a jamais vu rencontrer l'alliance dans le passé, mais il est littéralement en train de les maudire. Mugen dit alors à Sok qu'il n'a pas à s'inquiéter car il n'est pas d'humeur à expliquer. Mugen en a déjà marre d'attendre, ce qui l'oblige à poser des questions sur le type qui est allé chercher l'argent. Le type arrive bientôt avec une boîte remplie des 300 pièces d'or dont il a besoin. Les yeux de Mugen s'illuminent de bonheur quand il voit ça, et il suppose que ça devrait suffire. Il dit à Sok qu'il est temps pour eux de partir, mais Sok est toujours sceptique quant à l'emprunt de quelque chose. Mugen lui dit simplement de fermer son clapet et de prendre l'argent pour qu'il puisse partir. Ma et ses gardes escortent Mugen jusqu'à l'entrée lorsqu'il est sur le point de partir. Mugen lui dit ensuite d'écrire la date dans son registre, et il promet d'effacer toutes les dettes du clan une fois qu'il aura terminé ses affaires avec le groupe de marchands de Qianga. De plus, Mugen avertit Ma de ne pas prendre d'argent aux gens ordinaires, et le non-respect de cette consigne entraînera de graves sanctions. Ma reconnaît l'ordre, mais au fond de lui, il est furieux, et il a hâte de voir Mugen se faire avoir. Quelques instants plus tard, Sok et Mugen arrivent à la maison, et ils sont accueillis par les deux anciens. Ils s'inquiètent immédiatement lorsqu'ils voient du sang sur les vêtements de Mugen, mais il les assure que ce n'est pas le sien. Il lui demande ce qui s'est passé à la secte, et il leur dit qu'il est simplement allé emprunter de l'argent. Mugen prétend que le clan a besoin d'argent car ils doivent nourrir leurs guerriers pour empêcher le peu qui leur reste de s'enfuir. Les anciens ne veulent pas croire que c'est la secte qui a prêté l'argent à Mugen, et ils ont supposé qu'il l'avait volé. Mugen dit aux anciens que la secte a tout documenté dans son registre selon ce qu'il leur a dit. Mugen dit ensuite à l'aîné que tout ce dont il a besoin d'eux, c'est de prendre soin de ses frères et sœurs et de s'assurer qu'ils sont bien nourris et vêtus. Après avoir donné ses instructions, il leur souhaite simplement bonne chance avant de s'éloigner. Mugen se rend ensuite dans la salle commémorative de ses parents. Mais comme il n'avait pas de parents dans sa vie passée, il ne sait pas quoi dire. Il ouvre finalement la bouche pour leur dire que le problème d'argent a été résolu, et il promet également de prendre soin de ses frères et sœurs et de ses serviteurs. Et par cela, il exhorte ses parents à se reposer dans l'au-delà. Il leur assure également qu'il va défoncer Dobo pour l'avoir défié en duel. À son insu, il est observé par Soyon et Dojin, et les enfants ont l'air absolument impressionnés. Plus tard, Mugen a commandé 3 épées pesant respectivement 50 kg, 80 kg et 110 kg. Les serviteurs qui ont apporté les épées se sont presque cassés le dos en le faisant, mais Mugen est juste heureux que ces épées soient enfin arrivées.
Sok est obligé de lui demander ce qu'il prévoit de faire avec des épées aussi lourdes, et Mujin sourit, disant qu'il prévoit de faire ce que tout le monde fait avec l'épée, c'est-à-dire la manier. Mujin tend avec enthousiasme la main vers l'épée de 50 kg et prévoit de commencer avec elle. Cependant, son sourire s'estompe rapidement lorsqu'il réalise que l'épée est trop lourde pour qu'il puisse la soulever. Il en conclut que le corps n'est que de la camelote. Cependant, il n'est pas prêt à abandonner. Néanmoins, il réalise qu'il peut la soulever un peu s'il utilise ses deux mains. Mujin peut voir Sok le regarder avec dégoût, et il l'exhorte à aller préparer son repas. Il lui rappelle d'ajouter beaucoup de viande à sa nourriture, et Sok s'éloigne avec tristesse, inquiet. Mujin s'assoit avec l'épée avec la conviction qu'il n'a que 2 semaines pour s'entraîner à fond avant le duel. La constitution de son corps, qui est le corps martial céleste, est totalement opposée aux arts démoniaques que son maître lui a enseignés. Il se rend compte que la seule solution qu'il a est d'apprendre l'art martial de l'ami de son maître, les 9 épées sans égale. Refusant d'abandonner, il commence à manier l'épée de force à l'intérieur de la maison. Pendant ce temps, Dobo a appris que Mujin s'est occupé des gars de Bungo si durement qu'ils ne pourront pas bouger pendant 2 semaines. Dobo est surpris d'entendre cela car Mujin n'a pas de noyau d'énergie pour avoir réussi. Dobo sourit diaboliquement en pensant à préparer quelque chose de sinistre avant le combat. Dobo est également impatient de voir ce que Mujin cache en lui lorsqu'ils s'affronteront enfin en duel. Soudain, Mujin commence à entraîner son corps de la manière la plus dure possible. Il se dit qu'il devrait pouvoir pousser son corps à la limite, car c'est un corps béni par les cieux. Pendant l'entraînement, Sok prépare toujours tout ce dont il a besoin. Il pense qu'avec ses préparatifs, il aura enfin la chance de commencer pleinement son entraînement. Il prend l'épée de 50 kg et commence à la balancer en se souvenant de ce que lui disait son ancien maître. Après avoir essayé la première forme, Mujin ne perd pas de temps et passe à la deuxième. Il se souvient de ce que son maître lui disait, peu importe l'arme qu'il affronte, il en sortira victorieux. Au fur et à mesure que l'entraînement progresse, il se rend compte qu'il est déjà dépassé, mais il se dit qu'il doit endurer. En un rien de temps, il se retrouve à manier l'épée confortablement et même à bondir dans la pièce comme si l'épée n'était pas lourde. Soudain, il passe à la 3e forme tout en faisant de son mieux pour contrôler son chi afin qu'il devienne aussi puissant que possible. Pour l'aider dans son entraînement, il a déjà préparé un tas d'objets d'entraînement pour simuler ce à quoi ressemblera un vrai combat. Son premier adversaire était une balle dure, qu'il a réussi à esquiver pendant un certain temps avant d'être touché par derrière. Après cela, il affronte des bambous à pointe, et en utilisant la 4e forme de l'épée, il abat les bambous. Apparemment, son maniement de l'épée peut sembler simple, mais il est assez dangereux car il peut trancher beaucoup de choses. Même avec tous ses efforts, il n'a pas été capable de frapper les bûches qui volaient sur lui avec sa 4e forme, ce qui l'a forcé à passer à la 5e forme. Cette fois, il les tranche toutes avec sa puissante 5e forme. Avec la puissance de son épée, il est confiant que rien ne peut l'arrêter, et les nombres ne sont rien. Après avoir dépassé les bûches, il affronte des bougies placées dans du bambou, et pour cela, il utilise sa 6e forme. Il a balancé son épée si fort que toutes les bougies se sont éteintes d'un coup. Une fois qu'il a surmonté cela, il se dit que son prochain arrêt est à l'extérieur de la maison où il peut utiliser sa 7e forme. Utilisant sa puissante 7e forme, il franchit à nouveau une étape. En un rien de temps, il atteint la 9e forme avec la détermination qu'il n'y a rien que son épée ne puisse trancher. Il atteint enfin le stade ultime de l'épée, et Mujin s'effondre au sol, soulagé. Mais en même temps, il n'est pas complètement énervé parce qu'il ne peut pas reproduire sa forme finale de son ancienne vie. Il se souvient des enseignements de son maître quand il était plus jeune. Mais au début, il n'a jamais vraiment pris au sérieux l'enseignement de son maître. Il pense que l'ami de son maître se moquait de lui en disant des bêtises et des exploits impossibles sur le fait de tout trancher avec une épée. Son maître admet que cela peut paraître fou, mais il n'est pas prêt à laisser mourir les arts martiaux de son ami. Comme il n'a pas pu l'hériter correctement, il veut que Mujin le fasse en son nom. Son maître lui a fait savoir que son défunt ami était le seul épéiste qui pouvait rivaliser avec ses compétences. Pour rendre les choses plus intéressantes, il n'avait pas de chi, mais le maître de Mujin dit qu'il est possible qu'il utilisait des arts du mouvement. Parce que ceux de sa secte n'ont pas pu l'apprendre correctement, il a décidé d'enseigner au maître de Mujin dans le but de le transmettre à quelqu'un qui en soit digne. Après avoir entendu cela, Mujin éclate de rire pour se moquer des arts, mais son maître lui donne une pichenette sur la tête si fort qu'elle lui écrase presque le crâne. Il dit à Mujin qu'il doit suivre toutes les instructions qu'il lui donne, et Mujin n'a pas d'autre choix que d'accepter les souhaits de son maître. Son maître lui a dit que s'il exécutait l'art de l'épée 1000 fois, son corps changerait. Mais s'il l'exécutait 100 000 fois, son chi commencerait à entrer dans son épée. En gros, la balancer 1 million de fois le rendra invincible, même face à l'épéiste le plus puissant. Mujin a été époustouflé par cela car il lui faudra 3 ans pour terminer le cycle s'il balance son épée 1000 fois par jour. Cela laisse Mujin demander à son maître si son ami égalait vraiment ses compétences, mais il dit qu'il n'en a aucune idée. Mais il est presque sûr que l'un d'eux serait mort s'il s'était affronté à fond. À cause de cela, Mujin est devenu curieux de savoir quel genre d'homme était l'ami de son maître. Mujin se réveille enfin après avoir reçu plusieurs gifles retentissantes de Sok.
Mujin se rend compte qu'il a encore un long chemin à parcourir car il s'est évanoui juste après avoir pratiqué le mouvement une fois, et il est loin d'en être à 1000. Néanmoins, il doit manger car il est déjà tard. Et quand il regarde l'assiette de nourriture devant lui, il se rend compte que c'est du porc. Il est déçu, et il dit à Sok de prendre du porc la prochaine fois, car c'est le plus facile pour prendre de la masse. Il fait savoir à Sok qu'il est libre d'utiliser l'argent qu'ils ont emprunté à la secte Bango car il peut facilement en emprunter plus tard. Il dit à Sok que son plan est de continuer à manger du bœuf pendant toute la durée de son combat contre Dobo. Sok demande alors à Mujin quand il a appris les arts martiaux qu'il a appris, car il est presque sûr que Mujin ne connaissait pas les arts martiaux avant. Comme Mujin l'a déjà dit à ses frères et sœurs, il se dit que le dire à Sok n'est pas non plus une mauvaise idée. Mujin révèle alors qu'il n'est pas le vrai Mujin car sa véritable identité est le démon divin. Sok suppose que Mujin plaisante et débite des absurdités fantastiques. Sok dit qu'il craint seulement que Mujin ne perde la mémoire et ne disparaisse un jour, mais Mujin l'attrape, lui assurant qu'il ne quittera pas le clan tant qu'il ne sera pas devenu le plus grand clan de tout le Sichuan. Après tout, Mujin n'a pas le choix puisqu'il n'a rien d'autre à faire. Sok se moque de son maître, disant qu'il débite des bêtises, mais cela lui vaut une douloureuse pichenette sur la tête. Une fois qu'ils ont fini de parler, Mujin dit à Sok qu'il est libre de partir, et Sok fait ce qu'on lui dit. Pendant ce temps, les deux anciens du clan essaient de s'enfuir avec les enfants avant le duel car ils pensent que Dobo va tuer Mujin, ce qui rendra le clan mûr pour la prise. Peu de temps après, Mujin s'est entraîné à fond de manière à pouvoir porter l'épée de 70 kg d'un seul bras. Cependant, sa technique reste instable, et il ne lui reste qu'une semaine avant le duel. Il transpire dans la salle d'entraînement lorsque les enfants entrent pour prendre de ses nouvelles. Mujin les exhorte à partir car il est dangereux pour eux d'être là. Les enfants disent à Mujin qu'ils sont seulement inquiets pour lui parce qu'ils l'ont vu se pousser à la limite ces derniers jours. Soyons craints que Mujin ne fasse tout cela à cause de ce qu'elle a dit, mais elle lui fait savoir qu'elle ne le pensait pas car elle était juste en colère. Regardez, les deux enfants rappellent à notre MC ses frères et sœurs bien-aimés de sa vie passée. Mujin leur tapote la tête, leur disant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Les deux enfants commencent à imiter Mujin tout en faisant l'éloge de sa posture. La façon dont les deux se disputent pour savoir qui a tort ou raison lui rappelle quand il s'entraînait avec son maître et que c'était dur. Soudain, il lui vient à l'esprit que la chose la plus importante avec l'épée sans pareil est la technique de respiration. Réalisant cela, Mujin dit aux enfants qu'il va gagner quoi qu'il arrive, et il les exhorte à retourner dans leur chambre. Les enfants sont inquiets, mais ils supposent que tout va bien se passer. Une fois seul, Mujin commence la technique de respiration tout en balançant son épée avec force. Avec l'aide de la technique de respiration, il est capable d'utiliser toute son énergie interne accumulée d'un seul coup. Avant qu'il ne s'en rende compte, il saisit déjà l'idée des arts du mouvement, qui est un art du QI où l'on accumule de l'énergie interne par le mouvement. En gros, les arts du mouvement sont considérés comme des arts martiaux de bas niveau, c'est pourquoi les gens n'y pensent pas beaucoup. En utilisant la technique de respiration, Mujin est capable de balancer l'épée beaucoup plus facilement, ce qui lui donne ce qu'il faut pour abattre une statue. Pendant ce temps, Zhou Wanbong est vu en train de parler à Sok du changement soudain de Mujin. Sok essaie d'attribuer la soudaine bonne santé de Mujin à la séance de Wudang qu'il a suivie, mais Zhou n'est pas dupe. Il dit à Sok de s'assurer qu'il lui signale tous les changements qu'il rencontre. Sok se dirige vers l'endroit où son maître s'entraîne et le trouve sens dessus-dessous. Il essaie de lui dire que son repas est prêt, mais Mujin est déçu, disant que la salle d'entraînement est trop petite pour lui. À cause de cela, Mujin dit qu'il va commencer à utiliser le hall d'entraînement. Mujin se dirige vers le grand hall d'entraînement et y trouve d'autres guerriers qui s'entraînent, et ils ont tous les yeux rivés sur lui. Sok dit aux autres guerriers qu'il devra s'entraîner seul et leur suggère de partir. Il les incite à utiliser l'autre salle d'entraînement, mais les guerriers se demandent pourquoi un type à moitié mort leur donne des instructions. Ils pensent que Mujin n'est pas un artiste martial juste parce qu'il a une épée. Mujin remarque les changements dans leur humeur et fait une remarque à ce sujet. Les autres guerriers veulent se dresser contre Mujin, mais le chef d'escouade, Sheol Buan, dit à ses hommes de quitter le hall pour le jeune maître. Sheol croit finalement que Mujin a encore une fois perdu la tête. Juste à ce moment-là, Mujin arrête Sheol, lui faisant savoir qu'il devrait être un homme et lui parler directement. Chil se retourne alors, et Mujin suggère qu'ils se battent puisqu'ils sont épéistes. Chil dit qu'il ne ferait pas ça parce que Mujin est le futur chef du clan. Mujin dit alors à Chil de rester un lâche et de ne pas montrer son visage puisqu'il sait qu'il ne peut pas tenir parole. C'est suffisant pour que Sheol dégaine son épée, prêt à affronter Mujin. Le combat commence, et Mujin enfonce immédiatement son épée dans le sol avant de bondir sur Sheol dans un mouvement audacieux. Il atteint Sheol et lui pousse la tête avant même qu'il puisse réagir. Les guerriers sont vraiment confus parce qu'ils n'ont jamais vu de duel sans épée auparavant. Mujin continue de taquiner Sheol en se déplaçant assez vite pendant que Sheol lutte vraiment fort. Sheol est bientôt frustré, et il dit à Mujin de se battre comme un homme et d'arrêter d'éviter ses attaques. Mujin accepte finalement de le prendre un peu plus au sérieux en saisissant son épée, mais Chil ne perd pas de temps à dire que Mujin est responsable de tout ce qui est arrivé au clan. Puisque Mujin est la cause des problèmes, Chil ne pense pas qu'il mérite d'apprendre les arts martiaux. Shio se précipite vers Mujin, mais il le rencontre à mi-chemin avec la 9e forme de sa technique d'épée inégalée,
secouant finalement son énergie interne. Mujin ne laisse aucun répit à Shio et lui assène un coup de poing dévastateur au visage. CHUL est envoyé au sol avec du sang qui gicle partout, tandis que Mujin lui fait savoir que les choses vont être différentes. Alors qu'il s'écrase au sol, CHUL réalise enfin l'amère vérité que Mujin a complètement changé. Il peut sentir la détermination brûler hors du corps de Mujin, contrairement à avant. Chill frappe le sol, choquant finalement Sok et les autres guerriers qui regardent le duel. Les guerriers courent pour vérifier leur chef qui est allongé, totalement assommé. Mujin se tient comme un véritable vainqueur tout en demandant à Chill s'il a des problèmes concernant sa victoire. L'un des guerriers crie à Mujin, lui disant qu'il a utilisé un mouvement lâche. Chill se reprend et crie au type de fermer sa bouche avant d'admettre qu'il a réellement perdu. Chill témoigne son respect à Mujin tout en lui disant qu'il a réellement appris de lui. Mujin reconnaît son respect et lui dit qu'il est libre de partir. Alors que les guerriers sortent du hall, Mujin dit à Sok de les rejoindre puisqu'il veut vraiment être seul. Le guerrier lésé continue de se plaindre, et il croit que Chiol a été indulgent avec Mujin, mais il lui fait savoir qu'il ne l'a pas été parce qu'il prévoyait de le laisser à moitié mort. Le type ne veut pas le croire, mais Chiol lui fait savoir qu'il est mort sérieux. Chiol dit qu'il ne connaît pas toute l'histoire, mais il est évident que leur jeune maître s'est amélioré de façon exponentielle. Sok, de son côté, se demande aussi quand Mujin a tellement changé, mais en même temps, il est reconnaissant qu'il est réellement changé. Cette nuit-là, les deux anciens ont une réunion concernant le prochain duel. Les deux sont dans le clan depuis plus de 36 ans et ont été fidèles depuis lors. Ils parlent de la façon dont l'empereur de la flamme était incroyable dans sa jeunesse. C'était un jeune homme compétent qui montrait les arts martiaux d'une manière telle que même le puissant clan Tang devait admettre qu'il était unique en son genre. Fondamentalement, les anciens étaient fascinés par sa force, et ils lui ont tous deux juré allégeance. Joe pense qu'ils essaient de briser la loyauté, mais Du n'est pas d'accord, disant qu'ils ont juste besoin de résoudre le problème de la lignée. Du dit qu'il s'occupe de Mujin depuis 17 ans, mais que le clan est en déclin depuis lors. Les deux croient qu'ils en ont fait assez, et il n'y a aucun moyen que l'empereur de la flamme les blâme une fois qu'ils auront atteint l'au-delà. Fondamentalement, ils ont réuni l'argent dont ils ont besoin pour déménager, et en plus de cela, quelques artistes martiaux pour les aider. Du dit alors à Joe qu'il devrait partir en premier pendant qu'il reste pour s'occuper de Mujin un peu plus. Apparemment, le maître martial de la secte Kondon embauché par le Kyanga sera le témoin du duel. Joe est surpris d'entendre cela puisque tout pointe vers de la triche. Le groupe de marchands est fondamentalement une bande de crapules maléfiques qui s'assureront qu'il ne reste plus rien du clan Ua. Du dit à Joe de prendre les enfants et de l'attendre à l'endroit promis même si ce sera un choc énorme pour les enfants. Plus tard, Mujin se rend compte que la quantité de bœuf qu'il reçoit diminue, ce qui l'amène à demander à Sok pourquoi. Sok révèle alors que l'intendant lui donne peu d'argent. Et même si Mujin est en colère contre tout ça, il le laisse de côté pour montrer à Mujin sa tenue cool. Seok écrase sa belle imagination en lui disant qu'il est plus beau lorsqu'il est tout bandé. Quand il est temps de partir pour le duel, Mujin croise Do à l'extérieur de la maison. Mujin pense initialement qu'il est là pour l'arrêter, mais il dit non, révélant qu'il est en fait là pour le suivre jusqu'au duel. Mujin comprend que Do s'inquiète juste alors que tout ce qu'il prévoit de faire est de battre son rival à mort. Avec cela, Sok et Do rejoignent Mujin sur le chemin du lieu du duel. À l'arène, partout grouille de la foule qui veut voir le duel et de ceux qui sont là pour faire des paris. En raison des côtes élevées placées sur Mujin, la plupart mettent leur argent sur lui. Momentanément, il arrive à l'arène avec des sucettes dans la bouche, et ceux qui l'ont vu croient qu'il est un faible et préféreraient même annuler leur pari. Quand il entre dans l'arène, il rencontre Choyon, qui lui demande s'il veut vraiment aller de l'avant avec le duel. Les spectateurs, en entendant cela, croient que Mujin a été celui qui a demandé le duel en premier malgré sa faiblesse, et ils croient que sa folie fait rage. Mujin est complètement en colère quand il se rend compte que le groupe les dépeint déjà comme les méchants, et il prévoit de les punir pour cela. Mujin dit avec confiance à Choi Yan qu'il ne va pas rester assis et la laisser voler le manuel secret de son clan, c'est précisément pourquoi il doit les combattre. Les spectateurs sont choqués d'entendre cela parce qu'ils ne s'attendaient jamais à ce qu'un groupe de marchands s'en prenne à une technique secrète d'arts martiaux. Choi Yan est totalement confiante quant à la façon dont les choses se déroulent, et elle croit que Mujin paiera pour avoir essayé d'agir cool. Le feu est allumé, et toutes les préparations sont prêtes pour le duel. L'hôte annonce que le témoin du duel sera Han Yigang de la secte Kandong. Han est vu debout sur le balcon, ayant l'air cool et fort, prêt à témoigner des souhaits de son maître. Il dit à Dobo et Mujin de se battre équitablement devant la foule qui regarde. Juste à ce moment-là, Dobo fait une révélation choquante, disant à Mujin que la tenue de maréchal qu'il porte actuellement a été envoyée personnellement par lui en commémoration du retour de Mujin. Mujin sourit quand il entend cela, et il sort sa grande épée, disant à Dobo qu'il n'aura pas d'autre choix que de rendre les marchandises restantes après le duel. Toute la foule est choquée de voir cela parce qu'ils n'ont jamais vu personne s'engager dans un duel avec une si grande épée. En plus de cela, ils croyaient tous que l'empereur de la flamme est connu pour ses arts martiaux à main nue. Même Do est choqué, et il demande à Sok si Mujin a dit quelque chose d'inhabituel. Fondamentalement, les deux ont initialement suggéré que Mujin s'enfuit parce qu'il croit qu'il n'a aucun moyen de vaincre son adversaire. Cependant, Sok commence à croire en Mujin,
disant qu'il pourrait avoir une chance, mais la conviction de Do est complètement différente. Une fois que les deux camps sont prêts, l'arbitre sonne la cloche pour commencer le match. Enragé, Mugen s'en prend à Dobo dès le départ. Il balance sa grande épée sur lui, délivrant une attaque puissante et dévastatrice. Dobo esquive de justesse la frappe, mais elle détruit le sol qu'elle touche. Les spectateurs sont époustouflés car ils ne s'attendaient pas à ce que Mugen soit aussi rapide et exceptionnellement fort. Tout le monde pensait que Mugen n'avait aucune capacité en arts martiaux, mais il bougeait d'une manière folle. Même Dobo est totalement choqué car il s'attendait à un duel très facile. Mugen continue son attaque alors qu'il charge à nouveau vers Dobo. Il continue à balancer son épée sur lui, mais Dobo parvient à bloquer son coup, et ils se tiennent face à face l'un contre l'autre. Cela laisse un son fracassant et un spectacle glorieux à voir. Choi Yeon est surprise que Mugen reste réellement dans le combat plus qu'elle ne lui en accordait. Cependant, elle est convaincue que peu importe l'entraînement qu'il a suivi, il est encore loin de Dobo. Mugen continue à balancer sa grande épée sur Dobo, mais il l'esquive facilement, grâce à sa flexibilité. Au fur et à mesure que le combat progresse, Dobo parvient à porter une contre-attaque qui envoie Mugen en arrière, et il jure qu'il va laisser Mugen dans une pire situation qu'avant. Il est convaincu qu'il a ce qu'il faut pour briser la volonté d'un homme. Debout sur le balcon, Do avoue qu'il est impressionné par la façon dont Mugen tient le coup dans le combat. Sok dit alors à Do qu'avec ce qui le regarde, Mugen n'a même pas encore révélé son atout. Do croit que Sok dit des bêtises, mais Sok mentionne qu'il a secrètement regardé Mugen s'entraîner seul, et il assure à Do que quelque chose de plus puissant arrive. Au fur et à mesure que le combat progresse, Mugen se rend compte que sa force est actuellement comparable à celle de Dobo, ce qui l'amène à s'interroger sur la procédure d'entraînement. Cependant, il n'est pas inquiet car peu importe la force de son adversaire, il gagnera toujours. Et cette fois, il prévoit de tuer Dobo. Pendant ce temps, Joe transporte les frères et sœurs de Mugen, et il est arrivé à sa destination avec eux endormis. Il se souvient que Do lui a dit que la raison pour laquelle il ne venait pas encore est qu'il aimerait rester dans les parages et ramasser ce qui reste de Mugen après que Dobo l'ait tué. Même si Joe ne sait pas si ce qu'ils font est juste, au moins ils ont déjà commencé. De retour dans l'arène, les deux s'affrontent toujours. Mugen n'est pas inquiet car il pense que Dobo n'est qu'un bleu pour lui. Les deux continuent d'échanger des coups, et même s'il semble qu'ils soient égaux, certains pensent que Mugen a en fait le dessus. Les gens ont commencé à dire du mal de Mugen, disant qu'il n'est pas si impressionnant. Juste à ce moment-là, Dobo lance une attaque puissante qu'il dirige directement sur Mugen. Do et Sok manquent de s'évanouir en regardant l'attaque aller droit sur Mugen, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prier pour qu'il esquive réellement l'attaque. Réalisant que Dobo est sur lui, Mugen utilise la première forme des 9 épées inégalées, le pas préventif. Dobo porte son coup, mais grâce à la technique utilisée par Mugen, il est capable de le bloquer, laissant la foule sous le choc. Même Dobo est choqué, et il est forcé de reculer. Réalisant que Mugen devient fou, Dobo rassemble son énergie intérieure en préparation d'une frappe finale. Cependant, Mugen se moque de lui, disant que son rassemblement d'énergie intérieure est trop lent. Mugen active ensuite la deuxième forme de sa technique, et il se précipite vers Dobo avec tellement de malice. Dobo peut le sentir, et tout ce qu'il peut faire, c'est bloquer l'attaque de Mugen dans une lutte, le laissant totalement confus car il n'arrive pas à croire qu'il est en train de perdre contre Mugen. Dobo met toute sa force à bloquer l'attaque de Mugen, mais avant qu'il ne s'en rende compte, son épée se brise juste devant lui. L'épée de Mugen passe à travers, tranchant Dobo très fort. Dobo est jeté au sol dans une mare de son propre sang avec son bras droit manquant, et Mugen remporte automatiquement le duel. Mugen se dirige ensuite vers le bras de Dobo et dit qu'il va l'emporter avec lui en paiement des 17 années de rancune. Choyon est choqué d'entendre cela, et Mugen dit que le groupe de marchands pourrait en fait trouver un moyen de rattacher son bras. Choi Yeon est choqué d'entendre cela, et Mugen dit que le groupe de marchands pourrait en fait trouver un moyen de rattacher son bras. Han saute de l'endroit où il regarde pour vérifier l'état de Dobo. Choi Yeon se précipite également vers eux, et Han mentionne que le noyau d'énergie de Dobo a également été détruit. Han regarde Mugen, lui demandant s'il devait vraiment aller aussi loin. Mugen fait semblant d'être confus, demandant à Han ce qu'il voulait dire par ce qu'il a dit, et Han dit qu'il y avait un écart clair dans leurs compétences car le combat était déjà terminé depuis longtemps. Mugen répond alors que puisqu'il a une grande bouche, il a aussi beaucoup à dire. Mugen demande ensuite s'il était vraiment nécessaire d'utiliser la frappe des 7 blessures sur la tête d'un enfant de 5 ans sans aucune compétence en arts martiaux. Avec une rage pure dans les yeux, Mugen dit à Han que ce qu'il vient de faire n'est qu'une clôture d'une rancune qu'il nourrit depuis 17 ans. Mugen ajoute également qu'ils sont sur le point de commencer à payer pour tout ce qu'ils ont fait contre le clan Hua. Avec une malice évidente, il exhorte Han et ses subordonnés à bien se préparer. Choi s'effondre à genoux de douleur, jurant qu'elle n'oubliera jamais ce que Mugen vient de faire. Alors que Mugen s'éloigne de la scène, les spectateurs applaudissent sa victoire parce qu'ils sont impressionnés par la façon dont il a écrasé Dobo. En plus des belles choses dont ils ont été témoins, ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais vu l'épée qu'il avait utilisée dans le passé. En gros, ils sont tous excités parce qu'un nouveau maître des arts martiaux est né. Do et Sok se précipitent pour rencontrer Mugen, et il leur dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Alors qu'ils s'éloignent, il se retourne soudainement,
demandant à Do s'il a dépensé tout l'or qu'il lui a confié. Do répond nerveusement qu'il en reste encore un peu. Nugent dit alors qu'il devra peut-être s'arrêter à la secte Bango parce qu'il devra emprunter de l'argent. Soudain, dit à Do qu'il se fiche de savoir si lui, Joe et les autres artistes martiaux veulent partir, mais il lui fait savoir qu'il y aura de grandes conséquences s'ils essaient de lui enlever ses frères et sœurs. Il dit cela avec tellement d'intention de tuer que cela paralyse presque Deo là où il se tient. Pendant ce temps, ses frères et sœurs crient déjà après Joe pour les avoir emmenés alors qu'ils étaient censés regarder le duel de leurs frères. Joe sait qu'ils sont finis lorsqu'il lit la lettre que le pigeon vient de livrer et réalise que Nugent a gagné le combat de manière inattendue. Du lui a dit dans la lettre qu'ils avaient été découverts, et il l'a exhorté à retourner immédiatement à la maison. Sans délai, Joe recommence à rentrer chez lui, mais dans la peur, tandis que les enfants célèbrent qu'ils veulent retourner voir leur frère. Plus tard, Nugent dit à Du qu'il est temps pour lui de s'occuper de la secte Bango, et il dit à Du de ne se soucier de rien. Même si Nugent est maintenant considéré comme capable, Du l'exhorte à ne pas s'empêtrer avec la secte Sozol de quelque manière que ce soit. Réalisant que le vieil homme réfléchit trop, Nugent lui dit qu'il ne le fera pas. Sur ce, Nugent part à la rencontre de la secte Bango, mais Sok craint que les choses ne tournent mal. Nugent dit qu'il ne peut plus retarder les choses, et il exhorte Sok à rester très près derrière lui. Momentanément, Nugent arrive à la secte Bango, choquant Ma parce qu'il n'aurait jamais pensé revoir Nugent. Nugent dit à Ma qu'il est là pour rembourser ses dettes tout en se moquant de Ma parce que leur secte a maintenant l'air déserte. Ma essaie de dissimuler leur perte en disant que la plupart des joueurs de la région ne sont partis que parce qu'ils devaient regarder son duel contre Dobo. Puisqu'il prétend que tout le monde est allé le regarder se battre, Nugent lui a demandé s'il avait organisé des poules de paris sur son match. Sans aucun doute, Nugent est à peu près sûr qu'ils lui ont donné les meilleures cotes. Et à partir de là, ils auraient fait une grosse somme d'argent. Puisqu'ils ont gagné de l'argent, Nugent révèle automatiquement son intérêt, et Ma sait évidemment qu'il est sur le point de les traire. Pour éviter d'avoir des ennuis avec lui, Ma lui dit qu'ils vont exprimer leur gratitude. Nugent est ravi d'entendre ça, car tout le monde aime l'argent, évidemment. Ma sent l'aura froide qui émane du corps de Nugent, ce qui montre simplement qu'il est rempli d'une grande intention meurtrière. Nugent interroge ensuite Ma sur son patron, ce qui choque Ma qui lui demande pourquoi il veut savoir où est leur patron. Nugent frappe sa main sur la table, disant à Ma qu'il est énervé quand il doit poser une question plus d'une fois. Nugent est sur le point de se déchaîner lorsque le chef de la secte, Shai Wang-jil, apparaît dans la pièce. Nugent est surpris de voir un visage laid qui s'avère être le chef de la secte. Choi avoue que ces hommes lui ont déjà parlé de Nugent, et Nugent lui demande pourquoi il est si difficile de le voir. Nugent ne se retient pas de le narguer, lui disant qu'il a un visage laid. Derrière Che se tient un type intéressant, et Nugent demande si ce type est son serviteur. Une pure méchanceté émane de ce type, et il s'avère être Black Crow de la secte sociale. Black Crow gronde Nugent pour avoir lorgné sur son argent. Et même s'il lui a été dit d'éviter la secte sociale, Nugent s'est retrouvé à en fixer un. Nugent dit simplement au type de fermer sa gueule s'il ne veut pas mourir. Black Crow se précipite avec colère sur Nugent, prêt à le déchiqueter, et cela effraie Sok. Nugent ne ressent aucune menace venant de Black Crow car il est déterminé à abattre quiconque se mettra en travers de son chemin. Nugent lance une baguette sur Black Crow, et avec tant de puissance derrière, elle lui transperce la main. C'est alors qu'il devient évident pour Black Crow que Nugent n'est pas un type ordinaire, et qu'il doit le prendre au sérieux. Nugent dit alors à Black Crow qu'il ne veut pas de compliments de quelqu'un d'aussi minable que lui, mais cela met Black Crow en colère, et il court à nouveau vers Nugent avec colère. Cette fois, Nugent décide de le rencontrer à mi-chemin, et il court vers lui, mais disparaît soudainement juste devant lui. Il apparaît derrière lui, le choquant. Black Crow lance frénétiquement des coups de poing à Nugent, mais il les esquive facilement tout en montrant qu'il se joue de lui. Black Crow n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi jeune que Nugent esquive réellement ses attaques. Nugent décide alors de faire un trou de plus dans Black Crow. Nugent enfonce la baguette dans son œil gauche, lui causant tellement de douleur que son cri effraie ceux qui regardent. Black Crow tombe à genoux en traitant Nugent de sale type, lui disant que la secte sociale viendra le chercher pour avoir attaqué un membre. Nugent est intéressé de voir ce dont la secte est capable, et il donne un coup de pied dans la tête de Black Crow tout en lui disant d'inciter la secte sociale à venir l'attaquer autant qu'elle le souhaite. Cependant, avant que la secte ne vienne, Nugent fait savoir à Black Crow qu'il ne quittera pas la pièce vivant. Juste à ce moment-là, Black Crow commence à supplier, disant à Nugent qu'il est prêt à lui donner tout ce qu'il veut tant qu'il lui épargne la vie. Nugent est surpris que Black Crow désire vivre, mais puisqu'il lui a offert la richesse, Nugent se retient de l'envoyer dans l'au-delà. Black Crow dit que toute sa richesse est à Daking, mais il promet de la ramener. Nugent est prêt à accepter l'accord, mais il lui assure qu'il est un homme mort s'il ne revient pas avec l'argent. La peur le parcourant, il se précipite, promettant de revenir aussi vite qu'il le peut. Une fois qu'il a fini de s'occuper du Black Crow, il se tourne vers Che, qui est déjà en train de pisser sur son corps, et il lui dit qu'il est temps qu'il règle leurs dettes. Che tombe immédiatement à genoux, suppliant d'être épargné tout en promettant de donner tout ce qu'il a. Nugent rit de cela, disant à Che qu'il n'a rien à lui offrir car ses propriétés sont déjà les siennes. Che est confus quand il entend cela,
et Mugin lui dit d'ajouter les profits qu'il a tirés des gens du peuple en plus des vies qu'il a ruinées en manipulant les clans martiaux pour égaliser ses actifs. Les larmes aux yeux, Tché dit qu'il est prêt à tout donner à Mugin, mais cela énerve Mugin, et il brise le cerveau de Tché, lui rappelant qu'il ne peut pas lui offrir ce qu'il a déjà. La peur saisit tous ceux qui regardent cela, et Mugin se tourne vers eux, leur demandant qui le poursuit dans la ligne de commande. Ma s'avance rapidement, disant qu'il est le chef adjoint de la secte, et il tombe à genoux, suppliant d'être épargné. Il promet à Mugin qu'il va vivre honnêtement si on lui donne une autre chance. Parce qu'il a plaidé sincèrement, Mugin a décidé de lui épargner la vie. Mugin demande alors à Ma combien valait Tché, et Ma commence par sa maison. Il dit que tout vaut 4000 pièces d'or, et les actifs de Bongo valent environ 10 000 pièces d'or. De plus, il y a un tribut de 500 pièces d'or de la secte Sozil. En gros, tout totalise plus de 20 000 pièces d'or, et Mugin mentionne qu'il veut que tout lui revienne. Ma lui dit alors qu'il va tout préparer et le lui apporter. Mugin est ravi d'entendre cela car il veut que tout soit géré sans délai. Une fois que Ma est parti, Mugin fixe les autres officiers de la secte avec une expression très mortelle, et il leur dit de commencer à négocier leur vie. Cela les choque, et il leur rappelle que Ma est la seule personne qu'il a promis d'épargner. La peur les saisit, et il commence à supplier d'être épargné. Momentanément, Mugin rentre chez lui avec plusieurs boîtes remplies de trésors et d'argent, laissant Do choqué. Il dit à Do que chacune des boîtes contient environ 400 pièces d'or. Do essaie de rappeler à Mugin que la secte Bongo est soutenue par la secte Sozil. Cependant, le principal problème n'est pas la secte Sozil, mais qui est allié avec eux, et c'est un type effrayant nommé Jusugong. Du ajoute que la secte ajoute aussi que la secte a le Black Crow et le Red Crow aussi. Au moment où il entend Black Crow, Mugin dit à Du qu'il s'est déjà occupé de lui. Cela choque Do, et Mugin dit à Do de ne pas le placer au même niveau que lui ou Joe car quiconque vient chercher des ennuis au clan finira 6 pieds sous terre. Après avoir dit cela, il dit à Do d'aller lui chercher du bœuf, et il ordonne également que ses frères et sœurs soient bien nourris à leur retour. Alors que Mugin se retourne pour partir, Do n'arrive pas à croire que Mugin ait déjà mis la peur à Black Crow, qui est considéré comme une menace dans toute la région. Do réalise fondamentalement que Mugin est totalement différent de la personne qu'il connaissait autrefois. Pendant ce temps, Choi Yeon a engagé des assassins pour éliminer tout ce qui est cher à Mugin, mais elle leur ordonne de ramener l'un des enfants vivants. Dans le passé, le clan Flammua était plutôt prospère, et l'homme remarquable connu sous le nom d'empereur de la flamme suscitait l'admiration d'innombrables artistes martiaux qui le regardaient toujours. Il a même reçu les éloges du prestigieux clan Tang du Sichuan. En une seule génération, le clan Flammua est devenu un clan martial que personne ne pouvait ignorer. Ceux qui sont considérés comme des artistes martiaux de haut niveau y réfléchissent même à 2 fois avant de s'en prendre au clan Flammua. Pour cette raison, il fut un temps où les habitants de Xishan applaudissaient avec passion chaque fois que les membres du clan se promenaient dans les rues. Cependant, après la mort de l'empereur de la flamme, le patriarche suivant a montré à quel point il était nul. Et à cause de cela, le clan Flammua a progressivement décliné. Ceux qui avaient été fidèles à la famille ont commencé à s'en aller les uns après les autres. Ainsi, l'image de l'empereur qui régnait autrefois sur son monde s'est divisée entre ceux qui se souviennent de lui et ceux qui ne s'en souviennent pas. Mais la seule chose qui reste, c'est qu'il est un homme extraordinaire. En raison de l'immense aura que Mugen a en marchant, les anciens commencent à le comparer au défunt empereur. Peu de temps après, des guerriers blessés se présentent pour dire à Deo qu'ils ont été pris en embuscade par des assassins, et l'ancien Joe et un groupe de guerriers sont les seuls à se battre contre les assassins. Au moment où Do entend cela, il se rend compte que les 2 jeunes sont en danger, et il dit aux guerriers d'avertir immédiatement Mugin pendant qu'il le devance. Dans la forêt, Joe se retrouve à affronter les assassins car les guerriers avec lui ont été abattus. Même face à un immense danger, il reste fort et prêt à protéger les enfants. Au moment où il est sur le point d'être submergé, Deo se présente juste à temps pour lui donner un coup de main. Cela énerve les assassins car ils avaient presque accompli leur mission avant l'arrivée de Deo. Le chef des assassins hurle sur ses hommes, leur disant d'abattre les 2, et une autre série de combats acharnés s'ensuit. Deo parvient à échanger quelques coups avec les assassins, mais la vieillesse le rattrape bientôt, et les assassins prennent le dessus. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est coupé à l'épaule, ce qui le force à reculer. Un des assassins se donne alors pour mission d'attaquer Do, et il dit à ses camarades de tuer un des enfants. Il repousse Do, le forçant à rester sur la défensive, mais Do refuse de reculer. Quelques instants plus tard, Do est gravement blessé et il crie de douleur. Deo s'écrase au sol, incapable de se défendre ou de défendre les enfants. Comme Deo est hors jeu, les assassins concentrent leur attention sur les enfants, demandant lequel ils vont tuer ou épargner. Même si Dojin ne peut rien faire pour aider, il reste sur ses positions pour défendre sa sœur, et les assassins décident que c'est lui qui mourra. Au moment où ils s'apprêtent à abattre Dojin, la voix de Mugin résonne dans la forêt, leur disant de s'arrêter là où ils sont. Il a l'air absolument menaçant alors qu'il se précipite vers eux à une grande vitesse, mais les assassins n'ont pas l'air effrayés car Mugin était auparavant connu comme un déchet. Le chef des assassins dit alors à ses hommes de tuer Mugin puisqu'il a décidé de se mettre en travers de leur chemin. Un des assassins se précipite vers Mugin, mais Mugin l'utilise comme première cible de sa rage. Il brise l'épée du type avec peu ou pas d'effort avant de lancer une frappe verticale qui coupe le type en 2.
Sans perdre de temps, il dépasse le type et se dirige vers le reste des assassins. Au moment où il voit à quel point il est fou, le chef des assassins ordonne à ses hommes de se rassembler et d'abattre Mugen immédiatement. Le groupe se ligue rapidement contre lui, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Mugen active la 5e forme des 9 épées incomparables, appelée la technique du tueur d'armée, et il les tranche tous comme du papier de soie. Un d'eux essaie de prendre le dessus sur Mugen, mais il esquive facilement avant de soulager le type de sa tête. C'est alors que l'assassin survivant réalise finalement qu'il affronte un monstre. Avant même qu'il ne puisse faire un autre mouvement, son bras droit a quitté son corps, et il crie de douleur. Mugen lui dit alors de ne pas faire un autre mouvement s'il veut rester parmi les vivants. Mugen se retourne et voit Joe et Dedo à se relever, et Dojin couvre les yeux de sa sœur pour qu'elle ne voie pas le carnage qui se déroule devant elle. Dojin assure à sa sœur qu'ils n'ont rien à craindre car Mugen est arrivé et a battu tous les méchants. Mugen s'approche des deux, et il leur demande s'ils vont bien. Dojin lui assure qu'ils vont bien, et Mugen suggère qu'ils ont dû avoir peur. Mais Dojin lui dit que non, affirmant qu'il est le fils d'un maître martial. Mugen est soulagé d'entendre cela, et il tapote la tête du garçon pour son courage. Il dit ensuite au vieil Joe de ramener les guerriers blessés et ses frères et sœurs au domaine. Au moment où le groupe part, Mugen tourne son attention vers le dernier assassin, lui disant de garder le silence sur son bras coupé. Mugen lui demande ensuite s'il a été envoyé par le groupe de marchands Shungwa. Le type hésite avant de répondre, et Mugen lui dit qu'il pourrait lui épargner la vie s'il répond honnêtement. L'assassin devient curieux quand il entend cela, et il révèle rapidement que Choi Yeon les a engagés par l'intermédiaire de la faction de la forêt de la mort. Après avoir dit à Mugen ce qu'il sait, il lui demande s'il va le laisser partir comme il l'a dit. Mugen lui dit alors de retourner chez Choyon pour lui dire qu'il a anéanti le groupe qu'elle a envoyé après ses frères et sœurs et de lui faire savoir qu'il vient chercher sa tête ensuite. Plus tard, tout le monde a les yeux rivés sur Mugen alors qu'il marche dans la rue avec le corps trempé de sang. Ceux qui l'ont méprisé dans le passé ne pouvaient plus le faire car ils ne peuvent pas risquer de devenir l'une de ses victimes. Les gens sont curieux de savoir si le prodige qu'ils connaissaient quand il était enfant est enfin de retour. Après s'être assuré qu'il a récolté suffisamment d'aura dans la rue, Mugen rentre enfin chez lui, et Mazak accourt pour l'accueillir, mais Mugen pousse sa tête de côté. Il demande à Mazak si les guerriers blessés sont tous dans la salle de médecine, et il dit oui. Mazok révèle que Dojin et sa sœur se reposent également dans leur chambre pour reprendre des forces. Mugen est heureux d'entendre cela, et il dit à Mazok de lui préparer un bain. Quelques instants plus tard, Mugen se trempe dans le bon bain préparé pour lui par Mugen. Tout en prenant son bain, il pense à ses frères et sœurs et à son désir de les empêcher de voir le mal dans le monde. Même s'ils sont des enfants d'un clan martial, Mugen ne pense pas qu'il soit juste qu'ils soient exposés à la cruauté à un jeune âge. Cependant, en même temps, il craint de projeter sa peur passée sur eux. Le lendemain, à la salle de médecine, Mugen s'approche du vieil Joe pour lui demander le manuel de l'art de la flamme rouge. Joe est choqué quand il entend cela, et Mugen lui demande pourquoi il est surpris. Joe lui demande pourquoi il demande le manuel, et Mugen réalise que Joe craint qu'il ne rechute et ne déchire tout. Joe répond soudain que ce n'est pas sa raison, et Mugen lui dit en gros qu'il prévoit de s'entraîner seul puisque Joe est actuellement hors service. Mugen peut aussi voir que Joe doute de sa capacité, mais Joe le nie. Mugen assure alors à Joe qu'il n'a pas à s'inquiéter car il ne va pas piquer une crise. Réalisant que Mugen n'a pas de mauvaises intentions, Joe lui fournit finalement le manuel. Après le départ de Mugen, Joe exprime son inquiétude à Do, lui demandant s'il n'a pas pris la mauvaise décision en donnant le manuel à Mugen. Do lui dit de ne pas s'inquiéter car Mugen a fait preuve d'une excellente maîtrise de l'épée ces derniers temps. Do dit que c'est grâce à Mugen qu'ils ont pu survivre à la tentative d'assassinat. Du ajoute également que Mugen semble avoir été guéri, et il pense que le traitement du taoïste fonctionne. Joe est d'accord pour dire que le traitement fonctionne, mais en même temps, il se demande si le traitement aide également ses compétences en arts martiaux. Du dit également que l'amélioration soudaine de Mugen est quelque chose à noter, et il croit qu'il a eu une rencontre fatidique parce que c'est la seule explication à son amélioration soudaine. Joe est heureux de la tournure des événements, et il croit que le déclin du clan touche enfin à sa fin. Au terrain d'entraînement, Mugen appelle ses frères et sœurs pour les entraîner. Mugen leur explique le concept de l'ensemble de l'entraînement, leur disant qu'ils sont censés bouger de manière très fluide. Il mentionne qu'il s'agit d'une technique de mouvement fondamentale qu'il a créée lui-même en se basant sur d'innombrables expériences de combat réels. Les deux sont impressionnés quand ils entendent cela, et Soyon intervient en exprimant son choc puisque le vieil Joe a affirmé que Mugen n'a aucune expérience de combat réel. Dojin n'arrive pas à croire que sa sœur dit essentiellement les choses telles qu'elles sont. Mugen suggère alors qu'ils passent les discussions ennuyeuses, et il dit aux deux de venir à lui avec la technique de base du point qu'ils ont apprise. Les deux prennent leur pause, et ils viennent après Mugen en même temps, mais leur mouvement laisse Mugen finalement déçu. La démonstration des deux a fait se demander à Mugen si les deux étaient vraiment d'un clan martial. Il réalise que les deux manquent du mouvement de base pour être même considérés comme des arts martiaux. Frustré par la piètre démonstration qu'ils font, il leur dit d'arrêter. Il dit qu'ils doivent arrêter l'entraînement pour la journée parce qu'il a mal à la tête. Les deux sont surpris qu'ils prétendent avoir mal à la tête alors qu'ils n'ont même pas touché sa tête. Mugen ment alors que les deux sont plus compétents qu'ils ne le pensaient.
Il leur dit que la seule chose qu'ils doivent faire pour le moment est de renforcer leur corps avant d'apprendre des techniques avancées. Après le départ des deux, Mugen réalise qu'il a une tâche importante à accomplir, et ce ne sera pas facile. Il réalise alors que son maître a dû avoir du mal à l'entraîner aussi. Néanmoins, Mugen est prêt à restaurer la grandeur du clan puisqu'il était le seul responsable de ce qui s'est passé. En plus de cela, Mugen vise à vaincre la seule personne qu'il n'a pas réussi à vaincre dans sa vie antérieure. Mugen saisit alors son épée, et il commence son entraînement en solo. Et il peut clairement voir que l'épée est devenue très légère dans sa main. Il comprend également que sa vitesse augmente à chaque répétition des formes d'épée. Quelques jours plus tard, Du et Joe retournent enfin au travail. Maezok lui dit qu'ils ont fait tout ce qu'il a demandé, et il les félicite pour le travail bien fait, mais Maezok en voulait plus. Mugen lui rappelle avec colère ce qui se serait passé s'il était arrivé un peu plus tard. Mugen avertit ensuite les anciens, leur disant qu'ils vont mourir s'ils refont une telle chose. Les deux le reconnaissent et s'inclinent devant Mugen tout en s'excusant d'avoir été stupides. Quelques instants plus tard, le dit taoïste qui a soigné Mugen, Do Yun-su, se présente. Mugen ne sait pas qui il est, et il l'a déjà insulté avant que Maezak ne lui dise qu'il est le taoïste qui l'a soigné. Maezak s'excuse auprès du vieil homme en disant que Mugen ne s'est pas complètement rétabli, c'est pourquoi il agit de la sorte. Mais Mugen le renvoie pour avoir dit des bêtises sur lui. Mugen décide alors de jouer le jeu, et il dit au vieil homme qu'il est désolé de ne pas l'avoir reconnu. Mugen exhorte l'homme à le suivre car il doit être épuisé par son long voyage. Quelques jours plus tôt, Masok avait parlé à Mugen du prêtre taoïste, disant qu'il avait hérité de la lignée taoïste de la secte Wudang. Massach affirme que Mugen a été guéri grâce à l'énergie positive de guérison du prêtre, et il révèle que l'intendant en chef a payé une somme énorme pour inviter le taoïste. Aujourd'hui, Mugen est heureux de rencontrer enfin l'homme, c'est pourquoi il l'invite à l'intérieur de l'enceinte. Mugen lui demande ensuite s'il est vrai qu'il a hérité de la lignée taoïste de la secte Wudang, et Yun-so le confirme tout en agissant avec désinvolture. Il mentionne qu'il est le seul taoïste à avoir hérité de l'essence de la véritable lignée de la secte Wudang. Au moment où Mugen entend cela, il tape du pied et lui demande avec tout le sérieux possible s'il est vraiment l'immortel blanc de Wudang car il n'a jamais entendu parler d'un successeur de la lignée taoïste de Wudang encore en vie. Yun-so veut faire l'idiot, mais Mugen lui fait savoir qu'il a peu de temps pour se confesser avant qu'il ne change d'avis. Le taoïste maintient son innocence, demandant à Mugen s'il doute de la personne qui l'a guéri, mais Mugen sort immédiatement sa grande épée. Il dit à Yun-so que puisqu'il prétend être un taoïste, il ne devrait avoir aucun problème à esquiver son coup. Mugen balance son épée et manque de peu de couper le vieil homme en deux, mais le coup laisse une énorme entaille dans le sol. Maezak et les anciens paniquent quand ils voient cela parce qu'ils croient qu'il devient fou. Mugen dit au trio de se taire et de lui apporter de l'eau parce qu'il veut leur montrer quelque chose d'amusant. Au moment où l'eau arrive, Mugen trempe Yun-so avec. Yun-so essaie toujours d'agir comme s'il ne savait rien. Alors qu'il demande à Mugen si c'est ainsi qu'il rende l'appareil à la gentillesse dans le clan, Mugen l'ignore et saisit sa longue barbe, qui se détache immédiatement, choquant les anciens et Maezok. Même Yun-so se rend compte qu'il est foutu parce qu'ils ont découvert qu'il porte une fausse barbe. Mugen se moque de lui, disant qu'il a même fait de son mieux pour coller la barbe avec soin. Yun-so se retrouve bientôt à répondre à Mugen et à ses serviteurs, et Mazuk demande à Mugen ce qu'il prévoit de faire au type. Mugen répond qu'il n'a pas l'intention de laisser partir Yun-so, et il dit qu'il pourrait simplement lui couper les membres et le transformer en eunuque aussi. Yun-so panique quand il entend cela, et il commence à supplier Mugen de l'épargner. Mugen lui assure qu'il n'a pas l'intention de le tuer car s'il le fait, il n'aura aucun moyen de récupérer son argent. Mugen dit qu'il veut juste lui couper les membres, mais Yun supplie de peur, disant à Mugen de laisser ses parties du corps intactes. Yun-so promet de rendre tout l'argent qu'il a escroqué. Mugen accepte le marché, mais lui fait savoir qu'il va également le facturer pour ne pas lui avoir coupé les membres et la virilité. Effrayé pour ses membres, Yun-so dit à Mugen qu'il est prêt à rembourser n'importe quel montant tant que Mugen le laisse entier. Mugen demande alors, combien le type lui a-t-il pris, et Do révèle qu'il lui a payé 50 naïans d'or. Mugen entend cela et exprime sa déception quant à la crédulité de Do d'avoir été victime de l'escroquerie de Yun-so. Pour sa défense, Do dit qu'il a entendu dire que Yun-so était un grand guérisseur. Mugen se tourne alors vers Yun-so, lui disant que la première chose qu'il va faire est de rembourser les 50 pièces d'or. Yun-so révèle son intention de rembourser l'argent, mais affirme que l'argent est de retour à sa résidence à Jinyung. Sans hésitation, Mugen lui dit de montrer le chemin à Jinyung, qui est à 4 heures de là. Du et Jio demandent s'ils doivent venir, mais Mugen leur dit qu'il n'y a pas besoin de cela car ils sont toujours en convalescence. Il les exhorte à rester à la maison et à s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Alors qu'il part avec Yun-so, Du sent l'inquiétude de Joe, et il l'exhorte à faire confiance au type à ce sujet car il n'est plus l'homme qu'il était. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'endroit où la calèche de Yun-so attend, et Mugen est choqué de voir le type de calèche luxueuse que le type conduit. Cela montre fondamentalement à quel point son activité d'escroquerie se porte bien. Mugen est encore plus époustouflé lorsqu'il entre dans la calèche et voit à quel point elle est décorée. L'intérieur est doublé de coton et fini avec du cuir, et Yun-so dit que c'est parfaitement fait parce qu'il voyage beaucoup, donc le confort est une nécessité. Mugen sourit,
disant que Yoon-so a une forte éthique de travail pour quelqu'un qui est cuisinier, et il lui demande pourquoi il ne fait pas un travail honnête puisqu'il est un professionnel. Yoon-so incline la tête devant Moojin, lui assurant qu'il va se lancer dans quelque chose de légitime à partir de ce moment. Moojin se couche alors confortablement, disant au vieil homme qu'il a besoin de dormir. Il suggère qu'il le réveille quand ils seront arrivés à destination. Yoon-so reconnaît l'ordre et assure à Moojin qu'il le réveillera au moment où ils arriveront. Au fond de lui, Yoon-so a de mauvaises intentions envers Moojin, et il a hâte de lui montrer ce qui arrive quand quelqu'un lui fait du tort. La calèche part bientôt, et après quelques heures de voyage, ils arrivent dans une zone très silencieuse et isolée de la forêt. Yoon-so sort de la calèche pour rencontrer une connaissance qui semble être un bandit. Il dit au type que Moojin est profondément endormi à l'intérieur de la calèche. Il dit au bandit de le traîner dehors et d'en faire un exemple. Le grand type est excité de faire cela parce qu'il ne sait pas pourquoi quelqu'un s'en prendrait aux affaires d'un taoïste. Le grand type entre dans la calèche et envoie un coup de poing en direction de Moojin. Juste au moment où son coup de poing est sur le point d'atterrir, Moojin se retourne pour bloquer le coup de poing avec son épée. Moojin sourit méchamment en demandant s'ils sont déjà arrivés. Moojin est dégoûté par le type qui se tient au-dessus de lui, et il l'envoie voler hors de la calèche, choquant Yoon-so. Le bandit sent l'impact du coup de Moojin ramper à travers son corps, et il décide de devenir sérieux car l'affirmation selon laquelle Moojin est impressionnant n'est pas une fausse affirmation. Moojin sort lentement de la calèche, demandant à Yoon-so quand leur destination a fini par être une forêt isolée. Moojin réalise enfin qu'il est aussi une cible pour le taoïste. Il pensait que c'était juste un escroc, mais il a ensuite compris qu'il avait d'autres plans aussi. Moojin ne s'en offusque pas car il cherchait de l'action de toute façon. Moojin libère une aura accablante de son corps tout en disant au grand type qu'il aimerait voir de quoi il est fait. Le grand type peut sentir la pression venant de Moojin, et il appelle le reste de son gang à sortir pour qu'ils puissent tous les deux abattre Moojin ensemble. 3 autres grands types émergent de leur cachette, et il s'avère qu'ils sont connus sous le nom de 4 démons de Zhongshan. Au moment où Moojin les regarde bien, il peut voir qu'ils manient l'énergie démoniaque, mais il ne dit rien à ce sujet. Moojin fait référence à la variété de leurs armes et leur dit qu'il aimerait voir la profondeur de leurs compétences. Sans perdre plus de temps, Moojin se précipite vers le chef de l'équipe et l'éloigne de ses coéquipiers. Il le met sur la défensive alors qu'il continue de lancer une série d'attaques sur lui. Le reste de l'équipe se rend vite compte que Moojin n'en veut qu'au type, et il se mobilise pour l'aider. Même le type qui se fait attaquer ressent le coup sévère des frappes de Moojin. Il compare ses attaques à celles d'une masse lourde. Il perd bientôt l'équilibre, et Moojin lui donne un coup de pied au visage, lui écrasant la bouche. Juste à ce moment-là, le reste de l'équipe le rattrape, et le plus proche essaie d'arracher la tête de Moojin avec sa hache. Mais Moojin esquive facilement et délivre un puissant coup de coude à son ventre, ce qui fait crier le type de douleur intense. Les 2 autres essaient de faire tomber Moojin avec une attaque en tenaille, mais il esquive, forçant les 2 à étendre trop leurs bras. Cela crée une ouverture pour que Moojin puisse facilement en frapper un au sol. Moojin s'en prend ensuite au dernier gars, et le gars essaie de bloquer l'attaque de Moojin avec son épée, mais elle se brise juste devant lui. L'épée de Moojin coupe presque le type en 2, mais Moojin se retient. La vie du type défile devant ses yeux, et alors qu'il tremble encore de cela, Moojin l'envoie voler avec un puissant coup de pied à la poitrine. Avec ça, Moojin met les 4 à terre, et il les a à genoux, luttant pour respirer. Pendant le combat, il a confirmé qu'ils utilisent des arts démoniaques, mais cela le laisse se demander comment il peut y avoir des arts démoniaques dans les plans centraux. Moojin les considère comme ses cadets, et il ne veut pas tuer ses cadets. Il se demande quoi faire lorsque le chef de l'équipe crie, disant à Moojin qu'il concède la défaite. Il supplie Moojin de les épargner, et c'est alors que Yoon-so réalise qu'il est foutu car Moojin a pu facilement vaincre les 4 démons de Zhongshan. Le chef de l'équipe admet qu'ils avaient déjà compris que Moojin était bien au-dessus d'eux après les premiers mouvements. Moojin lui demande alors pourquoi ils ont continué à déconner alors qu'ils le savaient déjà. Moojin assure aux gars qu'il va les épargner, mais il va détruire leur noyau d'énergie et sectionner leurs méridiens. Au moment où ils entendent cela, le chef d'équipe se met à genoux et supplie Moojin de ne pas ruiner leur vie d'artistes martiaux car ils n'ont fait que ce qu'on leur a dit. Moojin dit alors au type d'arrêter de pleurnicher car ils sont déjà vieux. Moojin exige de savoir de qui ils ont appris, et le type fait d'abord semblant d'être confus jusqu'à ce que Moojin lui dise qu'il aimerait connaître son maître. Moojin mentionne qu'il peut clairement voir qu'ils utilisent de l'énergie démoniaque même si c'est pathétique. Moojin est curieux de savoir qui leur a enseigné les arts démoniaques, et le chef d'équipe révèle qu'ils ne connaissent pas son nom. Moojin est énervé quand il entend ça car il n'arrive pas à croire qu'ils soient une bande de disciples inutiles qui ne connaissent pas le nom de leur maître. Le chef d'équipe avoue alors que leur maître ne leur a jamais dit son nom, et il ajoute également qu'ils ne devraient pas chercher ses autres disciples. Moojin répond qu'ils auraient dû simplement baisser la tête et apprendre des arts martiaux nuls au lieu de se livrer au banditisme. Le chef d'équipe corrige rapidement l'idée fausse de Moojin, disant qu'ils ne sont pas des voleurs. Il mentionne qu'ils ont seulement aidé avec les affaires de leur frère à côté. Moojin est surpris quand il entend ça, et il les gronde pour l'avoir aidé même s'ils savent ce que sont les affaires de Yoon-so. C'est alors que le chef d'équipe révèle qu'il croyait qu'il était dans le métier de sauver des vies. Moojin décide de les laisser partir, et il leur dit d'arrêter d'être des laquais pour Yoon-so. Il menace de les tuer s'il les revoit faire de mauvaises choses.
Le chef d'équipe remercie Mugen d'avoir eu pitié d'eux, et Mugen se tourne vers Yoon-soo, lui disant que le montant de la facture qu'il va payer vient d'augmenter. En fait, il va payer pour avoir joué avec sa santé mentale, et cela laisse Yoon-soo totalement horrifié. Après le départ du chariot, les 4 frères se rendent soudainement compte que Mugen est quelqu'un qui mérite d'être leur maître. Les 4 poursuivent ensuite le chariot et le font arrêter. Mugen se demande pourquoi le chariot s'est arrêté jusqu'à ce qu'il sorte pour trouver les 4 qui s'inclinent devant lui et l'appellent patron. Les 4 lui disent qu'ils promettent leur loyauté avec l'assurance qu'ils vont le servir jusqu'à leur mort. Il supplie Mugen de les accueillir, mais Mugen croit que les 4 souffrent d'avoir été battus par lui. Il essaie de se débarrasser d'eux, mais les 4 rugissent encore plus fort, exigeant qu'ils prennent soin de tout en révélant qu'ils sont encore assez jeunes. Cela surprend Mugen qui pense que les 4 sont de vieux types puisqu'ils ont tous des visages laids. Eh bien, les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez la prochaine partie dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé, et à bientôt la prochaine fois.